Comment s'exprime le conteur? Moi, personnellement, je m'exprime beaucoup avec les mains. Je vais montrer des endroits. Des fois, je vais changer ma voix pour faire les différents personnages. Des fois, je vais utiliser des objets. C'est très, très, très variable. C'est ce qui fait la beauté aussi, je crois, de chacun des conteurs. Est-ce que vous m'avez écrit? Oh, Oui, oui, pas menteur, disons, c'était très franc, c'était correct. Mon nom est Jeanne Bizier, je suis conteuse et ce que j'aime du conte, c'est les écrire. Mon nom est Pierre Bernier, je suis conteur, mais je ne suis pas menteur. Je m'appelle Marie-Claude Ouellette, je suis conteuse et ce que j'aime, c'est de voir apparaître dans les yeux des enfants les étoiles. Je m'appelle Martin Savoie, conteur. Et ce que j'aime du conte, c'est la liberté que ça me procure de pouvoir raconter tout ce que je veux. Mohamed Ben Younes, ce que j'aime dans le conte, c'est de parler aux autres et de les voir s'émerveiller. Oui. Oh, Mais... ça sonne. Surprise? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit parole, gestuelle ou objet. La parole. Ben, je pense que c'est pas mal l'outil, hein? C'est pas l'outil de base là, qui est pour le conteur, la parole, dans mon cas, bien sûr que ça... En tout cas, c'est ce qui est le fil conducteur de tous mes contes. Bien que j'y amène plein d'autres outils, hein, des accessoires, moi, quand je vais m'ancrer dans le traditionnel, ben, je vais aller chercher la chaise berçante de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, puis je l'amène sur scène. Un tambour que je me suis fait moi-même quand j'avais dans les contes amérindiens. Donc, oui, je vais chercher l'outil pour le point d'ancrage, mais la parole, nécessairement, c'est mon outil de base, si on veut, du conte. Moi, j'utilise rarement des outils ou des objets. Mais une fois, j'en ai utilisé un, et c'est que je parlais de ma grand-mère. Je faisais l'histoire un peu de ma grand-mère qui était une femme exceptionnelle, comme bien des femmes de cette époque-là. Et j'avais une plume, parce qu'elle avait tenu un magasin, et il y avait des plumes sur les chapeaux à l'époque. Et je trouvais que ça emmenait, c'était un petit objet, mais ça avait emmené beaucoup à la représentation de ma grand-mère. C'est qu'il y a un chapeau qui était parti pas de plumes. Exactement. J'en ai même une boîte de souliers de plumes différentes qu'elle avait de l'époque, là. Et c'est de toute beauté. Ben, moi, j'ai du mal à rentrer des objets. J'aurais aimé rentrer des objets dans le conte, tout ça, mais comme quand j'étais petit, donc on racontait juste avec de la parole, donc j'ai continué un peu à raconter comme on me l'a transmis. Par contre, il y a un objet, c'est le foulard. Des fois, je me le mets autour du cou pour rendre hommage à toutes ces femmes qui m'ont transmis un peu le conte, ma grand-mère, ma mère, ma tante. Okay. Mais tu l'utilises pas. C'est ton ancrage à toi, mais je l'utilise pas. Je le mets juste autour du cou. J'annonce aux gens que je porte ce foulard-là. Si, par exemple, je bafouille, c'est parce qu'il y a ma grand-mère à côté qui me parle. C'est pour ça que je porte le foulard. Ben là, en plus, tout pardonner en commençant, c'est correct, ça. Ouais. Moi, j'ai commencé à compter avec des objets, des sculptures ou toutes sortes d'objets. J'avais l'impression que j'avais besoin de ça pour venir seconder mon conte et m'appuyer dans ma pratique. Parce qu'il y a beaucoup de conteurs traditionnels que j'admire. Par exemple, Mike Burns, qui va conter assis sur une chaise, les yeux fermés, juste sa voix, puis la magie est là. Il y a une autre chose aussi, moi, c'est que j'aime beaucoup travailler avec ma voix pour incarner des personnages, c'est-à-dire transformer ma voix. C'est quelque chose que j'aime faire. J'aimerais être capable de m'en passer aussi. J'aimerais être capable d'expérimenter ça, différentes façons de compter. Alors, je pense que les outils du conteur, c'est comme si je voulais tous les essayer. Okay. Ben, moi, j'utilise le public. Okay. Tout un outil? Oui, c'est ça. Parce que ben, souvent, c'est des contes familiaux que je fais. Puis les enfants adorent être inclus dans l'histoire. Donc, je vais utiliser les enfants et souvent leurs parents aussi. Puis pour aider à l'intégration dans l'histoire, ben, je vais utiliser justement des chapeaux, des accessoires, parce que ça les aide vraiment à se sentir vraiment dans l'histoire. Fait que moi, personnellement, j'en utilise beaucoup d'objets, parce que le but là-dedans, c'est que les enfants, à la fin du conte, ils soient fiers aussi, parce qu'ils ont fait partie de l'aventure. Pour toi, le déguisement, là, ça contribue à embarquer dans le personnage. Oui, exactement. Ça lui permet d'incarner une autre personne que lui-même. Ouais. Mais dans les contes pour enfants,
quand moi j'en fais, je suis déguisée en ma tante Jeanne. J'ai un chapeau de paille, puis j'ai une grande robe qui a l'air vraiment d'une ma tante, là, d'époque. Et on dirait que tout de suite, ça met une magie, puis qu'on est capable d'aller chercher les enfants, puis effectivement les faire bouger, venir faire s'asseoir à côté de nous, ou peu importe. Ça les tient intéressés. Je l'ai pas fait pour les contes pour adultes, par contre. Et pourquoi pas les connecter avec l'enfant, hein, de l'adulte? Ah! Dans le conte pour adultes, moi, quelque chose que j'aime essayer, c'est d'aller surprendre le public qui ne s'attend pas à ce que je le fasse participer. Okay. Alors, je peux avoir une envolée poétique, puis je m'arrête, je dis, c'est beau, hein? Puis là, les gens se sautent. Puis après ça, je réembarque dans le conte. Mais ça crée des moments spéciaux, parce que si tu le vois dans les yeux des gens, ils ne s'attendaient pas à ça. Là. Oui, c'est une façon de capter leur attention là, aussi. Là. Ouais, ben, dans les outils, moi, que j'utilise et qui sont très puissants, c'est la musique, la chanson. Je fais répondre les gens. Dans une salle, ben, on va faire une chanson à répondre, puis je sépare la salle en deux, puis ils font les voix. Donc, ça, c'est un outil qui est vraiment puissant, intéressant pour que la parole ensuite soit bien déposée et qu'elle soit entendue, parce que les gens sont pas seulement des récepteurs, ils deviennent des participants, autant récepteurs et émetteurs. Ça fait une belle différence, en tout cas, c'est un des bons outils que j'utilise. Je vous ai apporté justement des petits accessoires. Je vais vous conter une légende de mon milieu, là, de par chez nous. Puis ben, je pense qu'on va faire ça avec vous autres aujourd'hui. Tu n'auras pas besoin de top ben. C'est un chapeau de madame. Madame Bélanger, Capitaine Fournier. Tiens. Ici, le fils du Capitaine Fournier. Puis Monsieur Bélanger. Mon bel homme. Ma femme. Et puis toi? Moi, je vais faire Madame Pelletier. Oh, ouais. Ben, écoutons. Comme il fait fret, on va... Oh, hey, est-ce que vous avez entendu? C'est les oies! Hey, les oies, enfin! Ah, moi, je suis tellement contente quand j'entends ça, les oies, le printemps, là. Ah, ça fait du bien, c'est le retour du doux temps, c'est l'espoir de l'été, c'est la fin de l'hiver. Ben, du moins, au début, ça me rend bien heureuse. Mais à un moment donné, quand ça fait quelques jours que je les entends, c'est drôle, je me mets à me sentir triste. C'est à cause de ce qui s'est passé avec le fils du capitaine Fournier. Vous allez dire, ça fait longtemps, parce que ça s'est passé en 1830. Mais n'empêche, moi qui aime les enfants, là, quand ça parle d'enfants, ça vient me chercher. Le printemps était prévu pour être comme d'habitude, un printemps comme n'importe quel. Mais Mme Caron, qu'on voit ici, Mme Caron qui avait raconté à l'époque qu'à bonne heure le matin, elle avait vu passer le capitaine Fournier avec ses 3 gars. Ils s'en allaient au quai de l'Îlette. Ils s'en allaient se préparer, aller distribuer les patates, les carottes, le sucre d'érable, puis le bois de chauffage jusqu'en ville. Fait que lui, c'était ça son métier. Il distribuait ces choses-là aux gens de la ville de Québec. Fait que là-tu pas qu'elle voit passer le capitaine? Ah ben, le capitaine est de bonne heure le matin. Comment ça se fait donc? Ah, je le sais. C'est parce qu'il veut profiter de la marée. Hein? C'est bien logique. Fait que Mme Caron, qui est bien mémère, elle a continué à spotter ce qui se passait du côté du quai. Ah ben, ça s'en va toute cette gang-là. Elle a vu tous les bateaux partir en direction de Québec. Puis après quelques minutes, ah ben, le plus jeune fils de M. Fournier, il n'est pas parti avec son père, lui, un matin. Ah ben, d'habitude, il fait la run avec son père. Elle l'a regardé s'en aller. Il est allé chez eux. Il est rentré. Puis comme ma mère, sa peur était là, elle continue à guetter.
voir s'il allait se passer quelque chose. Comme de fait, le fils Fournier, elle l'a vu sortir de la maison, le fusil sur l'épaule. Monsieur s'en allait à la chasse à l'oie. Eh bien oui, c'est bien populaire dans un petit village sur le bord du fleuve Saint-Laurent d'aller à la chasse à l'oie. Elle l'a vu prendre le bord de la grève et puis, à un moment donné, ben, il a marché et elle a perdu de vue. Mais qui l'a vu arriver? Ah ah! C'est Madame Bélanger, qui, elle, habite juste à côté de la rivière Tortue. Elle, là, elle l'a vu s'installer sur une grosse roche, la plus grosse roche des environs. La roche en question est direct au bout de la rivière Tortue. Il faut dire qu'elle avait l'habitude de s'installer là. Fait que Madame Bélanger, elle regarde ça, puis elle dit à son mari, « Monsieur Bélanger, bien sûr, « Hey, mon vieux, viens donc voir, c'est qui ça, ce jeune-là qui est assis là, là? » Alors, Monsieur Bélanger il est arrivé, il dit, « Ah, ben voyons, Georgette, tu le reconnais pas? C'est le dernier fils du capitaine Fournier. »« Ah, ben oui, t'as raison, t'as raison. » Fait que, ils continuent à faire leur ouvrage, et puis c'est seulement à l'heure du dîner qu'il s'est passé quelque chose. Dans le fond, il était rendu tout le monde assis à table en train de manger la soupe au pois de Madame Bélanger qui avait cuisiné toute l'avant-midi. Puis tout d'un coup, ils ont entendu un de ces grondements, là. Puis la maison de la famille Bélanger s'est mise à shaker, mes amis, là. Ça n'avait pas d'allure. Ben, mon doudou, qu'est-ce qui se passe? Là, M. Bélanger de dire, on respire, on va aller voir. Et là, ils ont réalisé que le grondement, il venait de la rivière qui était juste à côté. Ils sont approchés, puis tout ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu une masse de glace puis d'eau qui rentrait dans le fleuve. Oh! Mon doudou! Le petit Fournier! Il était-tu encore sa roche, tu penses, mon mari? Ben voyons donc, Georgette. Il est arrivé à bonne heure à matin. Tu penses bien que ça fait longtemps qu'il est parti de là. Fais-toi-en donc pas. T'es sûr? Oh, je mettrai ma main au feu. Inquiète-toi. Fait que, ben, après dîner, on continue à faire le besoin. Ça a été seulement tard d'en veiller, alors qu'ils étaient tous les deux installés dans le salon, les deux pieds à la bavette du poêle à bois, en train de prendre Madame Bélanger son petit thé. Monsieur Bélanger, ben lui, il fumait sa pipe, hein, bien sûr. Et là, il était bien tranquille. Les enfants étaient couchés. Tout d'un coup, oh, ça a cogné à la porte. Et voilà, je vous en dis pas plus. Je voulais juste vous faire une petite mise en bouche. C'est bon, bravo. Excellent. Merci. Hein? C'est vrai, on a suivi, on a embarqué dans ton histoire complètement. Moi, je sais où est-ce qu'elle reste, à Mme Bélanger. Là. Hein? Je sais où est-ce qu'elle Oui, reste. oui, hein? Oui, hein? Ça connaît, hein, J'ai Mme déjà Bélanger? chassé sur cette roche-là. Ah oui, en plus. Ben, bravo. Ben, Bravo merci. encore. Ben, tout compte fait, ça varie d'une personne à l'autre, les outils du compteur. La façon de s'exprimer du compteur va varier. Puis je pense que c'est ce qui fait la beauté, de mettre chacun notre couleur dans ce qu'on veut présenter aux autres.